OK. Mais moi, j'aimerais ça ajouter aussi à ça que, tu sais, l'industrie pharmaceutique est quand même assez lourde. Fait que c'est quand même difficile de passer dans un gouvernement où, justement, l'industrie a quand même son mot à dire. Donc, tu sais, pour eux, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Je pense que déjà là, c'est touché. Comme on a lu aussi dans mon livre, ça disait que dès les jeunes qui arrivent dans le sport-études, par exemple, c'est quoi, c'est 13 ans, ils sont déjà en contact avec des substances illégales. Donc, ça commence très, très tôt pour les jeunes. Donc, maintenant, vous avez préparé un petit quiz. Dans le fond, comme vous faire interagir, là, vous réveiller. Là. Donc, on va vous poser des petites questions, en même temps, on va apporter la théorie. Donc, est-ce que, selon vous, vous pensez que c'est les hommes ou les femmes qui sont le plus touchés par le dopage sportif? D'après vous? C'est pas mal égal. Égal? Regarde, il y en a qui disent que c'est les filles, levez la main. Les filles? Non. Les Les hommes? hommes. Ah, ben, il y a beaucoup de monde qui savent pas. Ben, c'est parce que c'est faux, étrangement, à ce qu'on pense, c'est les femmes. Il y a en fait 2 fois plus de femmes qui utilisent des produits dopants pour améliorer leur performance. Par contre, j'aimerais tenir compte de quelque chose. C'est dans un livre qui date de 2000. Donc peut-être que les chiffres Ça a sûrement changé. ont changé. On ne sait pas. Est-ce que c'est 2 fois moins, 2 fois plus? On ne sait pas exactement. Puis on peut tenir compte aussi de juste ceux-là qui ont été testés positifs. On ne sait pas eux autres qui ont été passés par-dessus. Bon, la deuxième question. Dans quel sport retrouve-t-on le plus grand cas de dopage? Et on est Vélo. Quoi? Vélo. Vélo. Y en a-tu qui disent autre chose? La course, y en a-tu qui disent mieux? Non? Toi, tu penses c'est quoi? Moi, je dis que c'est en natation. La natation. Un mot de curling. Bon, ben, juste pour vous contredire, il n'y a personne qui est là, mais c'est depuis 2015, dans le fond, c'est l'athlétisme. Mais avant, C'était le 2015, cyclisme. c'était le cyclisme. Avec 62 cas qui ont été reconnus. Ça passe tout juste avant l'haltérophilie, qui a été reconnue avec 55 cas, puis le baseball avec 30 cas. Mais ça, c'est parce que ça demande beaucoup de force et d'endurance physique. La troisième question. Dans quel pays on retrouve le plus de cas de dopage en 2015? La Russie. Ici? États-Unis? Ouais. États-Unis? La Chine. La Chine qui a dit ça. Ah, Peut-être le Japon. Ben, en fait, oui, c'est la Russie. C'est reconnu avec 38 cas. C'est juste avant les États-Unis avec. Juste avant. C'est le Royaume-Uni en premier. Avec 20 cas. Puis ensuite les États-Unis avec 21 cas. Ah, ok. Puis là, c'est le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni ou Russie? C'est la Russie. Puis après ça, les États-Unis, puis le Royaume-Uni. Ensuite de ça. Est-ce qu'il y a une seule liste noire sur la planète? J'espère que tout le monde le sait. Non. Oui. Non, mais ça, la question là-dessus. Quand tu disais ça, dans le fond, mais pour, mettons, les Olympiques, y en a-tu, genre, des Olympiques, ça, peu ça importe tout dépend. ce qui va dans le show, ben, Non. genre, En selon fait, ce c'est que que- les Olympiques sont, dans le fond, Ouais, c'est pas les mêmes. exactement. domaines. Si c'est en Russie, c'est comme on peut se fier à celle de la Russie. Fait que c'est ça qui rend que c'est touché, là. Puis souvent, ils vont dire, ah, tu sais, je l'avais utilisé dans ce pays-là. Fait que là, c'est ça. Puis en fait, ben, la réponse c'est non. Dans le fond, chaque pays a sa liste noire. Puis il a sa politique propre à elle. Puis on avait une petite question à vous lancer. Selon vous, est-ce que vous pensez que ce serait mieux d'avoir une liste Noire, universelle? Ouais. À partir de quelle tranche d'âge les sportifs commencent à être en contact avec les substances dopantes? 13 ans. 20-30 ans. 20-30 ans? Dans ce coin-là. Ouais. Tu m'as bien écouté, je pense. C'est vrai. Oui, bien en fait, c'est ça, c'est le début du secondaire, donc vers l'âge de 13 ans. Puis d'ailleurs, on retrouve plusieurs cas de dopage dans les sports-études au secondaire. OK. Est-ce que les drogues sociales peuvent être tolérées lors d'un test de dépistage sportif? Non. À ne pas confondre avec les drogues sportives. Moi, je dis non. Non? Non, parce que tantôt, tu l'as dit au début, c'est des affaires genre 8 heures puis 7 jours. Fait que tandis que si tu as pris la drogue, il y a genre une demi-heure pour ton Mais épreuve est-ce que, là. mettons, exemple que, moi, toute la question c'est que ce n'est pas clair. Est-ce que si, mettons,
dans ton test, tu testes positif à, mettons, marijuana. Est-ce qu'on va te retirer tes... Ben, moi, c'est déjà arrivé aux Jeux Olympiques de Nagano, je pense. Ouais. Ben, en fait, ça dépend. Parce que si c'est à petite dose puis que c'est contrôlé, comme la marijuana, quand que c'est prescrit par des médecins, ça veut dire que c'est contrôlé. Fait qu'ils ont le droit. Même chose pour, mettons, la morphine. Si tu as une blessure, tu as pris la morphine, mais que c'est un médecin qui te l'a prescrit, ça va passer, mais... C'est ça. Depuis quand les drogues sportives existent-elles? Depuis des décennies. Des décennies? Ouais. T'avais dit tantôt avec les ouais. c'est des millénaires, j'imagine. Oui, mais par contre, comme on disait, avant, c'était comme Ouais. pas vraiment va. déclaré. Parce que... Fait que dans le fond, ben, c'est depuis toujours. Parce que il y en a toujours eu, mais c'est seulement les types de drogues qui diffèrent de avant puis d'aujourd'hui. Comme on l'a dit, là, avant, c'était, mettons, du sucre. OK. Combien de temps les drogues sportives restent-elles dans notre organisme? Restent-elles? En général, là. L'organisme dit qu'on est testé encore positif. Hein. Ouais. Mais là, il faudrait faire un petit mélange dans notre réponse, c'est si on l'utilise une fois. Ouais, c'est pas régulièrement. Dans le fond, ben, c'est de 2 à 4 jours. Ça dépend aussi de la drogue en tant que telle, mais en général, c'est de 2 à 4 jours. Ça peut prendre 2 mois comme ça peut prendre des semaines. C'est ça, c'est vraiment à condition que ce soit pris de à façon... usage non régulier. Ouais. Est-ce que les drogues sportives sont seulement utilisées par les athlètes d'élite? Donc, les athlètes d'élite, c'est vraiment les athlètes comme olympiques. Ben non, vous avez dit qu'il y en avait aussi dans les sports études. Oui, c'est ça. Les jeunes sont vraiment visés. Fait que c'est non. Parce que il y a les gens qui en prennent vraiment sous forme. Dans le fond, tout le monde doit savoir un cas dans son entourage. Ben, pas dans son entourage, Ouais. mais qui a Qui quelqu'un connaissent qui a des quelqu'un. stéroïdes. Mais dans le fond, c'est pour les gens qui. Non, c'est pas ça. Parce que de nos jours, le marché de la forme et du fitness, il prend vraiment beaucoup d'expansion. Puis que c'est donc pourquoi il y en a plusieurs qui ont des recours à ces produits pour répondre aux attentes de beauté, des idéaux de beauté. OK. Quel moyen de dépistage est le plus utilisé? Est-ce que vous savez c'est quoi les sortes de dépistage? Ouais, les moyens. L'urine. Urine, avec, La salive, salive, Les les cheveux. cheveux, le sang, les cheveux, les ongles. cheveux, les ongles. Bon. C'est lequel parmi les 5 vous pensez? Je sais que l'urine est utilisée, mais vous n'avez pas dit que ça prenait genre 8 heures. À un moment donné, vous avez dit ça. Ouais. Ouais, ben c'est elle qui est quand même la plus utilisée. Parce que dans ouais, c'est ça. dans ça. Ensuite, la dernière question. Est-ce qu'on devient dépendant de drogues sportives autant qu'une drogue sociale? Qui dit oui, c'est la même. Qui dit non. Mais vous avez raison, c'est oui. Dans le fond, cette dépendance-là, elle peut être physiologique et psychologique, mais la plus particulièrement psychologique. Parce qu'on vient quand même dépendant au résultat, parce que si on cesse nos résultats, ben dans le fond, dans notre tête, on va être moins bon et que ça va être bien moins performant. Ensuite, Maintenant, on a pris quelques petits échos de casse. Puis en fait, le premier, c'est est-ce que la consommation de bagel aux graines de pavot entraîne, c'est pas est-ce que, un Non, c'est résultat vraiment des positif à un test de dépistage de drogue? Ouais. Le deuxième, c'est le moyen le plus sûr de On a fait réussir. une joke, non, mais c'est vrai. Le moyen le plus sûr de réussir un dépistage de drogue, c'est de ne pas en consommer, mais ça, on le sait tous, là, mais c'était quand même marqué dans nos livres. Ensuite, les gouvernements ont tardé à faire des listes noires par peur de faire découvrir des substances à certains de peur d'augmenter le taux d'utilisation. Et le dernier, le sport crée chez les athlètes une addiction aussi puissante qu'une drogue. En fait, on dit là, que les hormones du bonheur sont libérées. C'est quand on fait du sport, les mêmes hormones que quand on prend les drogues sportives. Ouais, c'est des faits cocasses, mais tout ça est vrai. Là. On a tout pris ça Dans nos vies. dans nos vies. Ensuite, Donc,
OK. Dans le fond, ça, c'est un cas célèbre qui a parlé un peu dans mon livre, puis j'ai décidé de l'approfondir sur Internet. Tout d'abord, Ben Johnson, c'est un coureur de 100 mètres professionnel aux Olympiques. Il est né le 30 décembre en Jamaïque. À l'âge de 15 ans, en Ontario, il est venu habiter en Ontario avec sa mère et ses 5 frères. Son père n'a pas suivi. Il réussit à obtenir sa nationalité canadienne et en 1980, il va joindre l'équipe canadienne de course aux 100 mètres. C'est en 82 qu'il va remporter sa première médaille aux Jeux de Commonwealth. Et également, il a fait la rencontre de l'entraîneur de l'Université de York, Charlie Francis, que lui, c'est un ancien coureur de 100 mètres. Moi? Il a gagné plusieurs médailles aux Jeux olympiques. Par exemple, il n'a jamais gagné de médaille d'or aux Jeux olympiques. Il en a gagné aux Jeux de Commonwealth. C'est en 88 qu'il va être reconnu coupable de dopage. Il va se faire retirer tous ses titres et ses records. Également, au Canada, il avait réussi à établir un nouveau record aux 100 mètres. Donc, il a dû perdre ce record qu'il avait établi. Ensuite, il a pris quelques années sabbatiques. En 91, il a repris la compétition. Il n'a jamais réussi à se placer plus que 4e. Donc, il n'a jamais réussi à recevoir de médaille. Et c'est en 93, à Montréal, qu'il va être de nouveau jugé positif. Donc, le comité olympique a décidé de le bannir à vie de la compétition. À la suite de ça. Bon, maintenant, je vais vous présenter le cas qu'on parle le plus dans mon livre. C'est Lance Armstrong. Sûrement que vous en avez déjà entendu parler. En fait, lui est né à Dallas en 1971. Et, dans le fond, c'est un cycliste, c'est un athlète de cyclisme. Mais il a commencé sa carrière en faisant des triathlons. Il a commencé à l'âge de 13 ans, qui est quand même assez jeune. Puis, vraiment, il est devenu coureur professionnel de vélo à l'âge de 16 ans. Il va décrocher son premier titre, qui est champion du monde, c'est quand même pas pire, en 1993. Puis suite à ça, en 1996, on va lui diagnostiquer un cancer. Les médecins vont lui dire tu ne retourneras pas dans la compétition sportive, oublie ça. Finalement, 2 ans plus tard, en 1998, il va reprendre les compétitions sportives. Puis, suite à ça, il va remporter 7 fois consécutif le Tour de France au sein de la même équipe, dans le fond, de 1999 à 2005. C'est la première fois qu'un athlète remporte 7 fois de suite le Tour de France. En fait, le Tour de France, seulement pour faire une histoire courte, c'est une course à étapes, 21 étapes qui se fait en 23 jours. Ce qui veut dire que 2 jours de congé sur tes 21 jours. Puis à travers ces jours-là, ces 23 jours-là, tu fais 3500 km. Entre autres dans les chaînes des montagnes des Pyrénées, dans les Alpes françaises, puis on arrive à Paris aux Champs-Élysées. C'est quand même... je le ferais pas, là, en tout cas. Puis après ça, entre autres, dans son dernier tour, en 2005, il va faire le temps record au monde. Il va battre le temps. Puis, ensuite à ça, il va prendre sa retraite, puis il va se consacrer à la Fondation Livestrong. En fait, c'est une fondation qui a été créée pour le soutien à la recherche du cancer dont il a été victime plus tôt. Puis après ça, il va revenir, il va faire quelques petites apparitions, des petits tours, puis après ça, il va mettre une fin définitive. Par contre, il est aussi dans une affaire de dopage. C'est en 2000 il va faire un test, puis il va être positif à un test de corticoïdes, je ne sais pas si ça se dit de même. Mais en fait, c'est une substance qu'on peut prendre soit par injection ou en comprimé. Puis ce que ça a comme effet, c'est de fournir du glucose. En fait, ça fait que tu es capable de tenir plus longtemps. Puis tes efforts sont comme un petit peu moins difficiles. Puis également, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Ça diminue la sensation de douleur, puis ça réduit la sensation de fatigue. Par contre, il va réussir à avoir un certificat médical, puis ça va comme passer dessus un peu. Puis après ça, en 2005, là, on va se lancer dans une poursuite où, dans le fond, il est testé positif. Il a fait 7 tests urinaires. Il était positif aux 7 dans une affaire de dopage à l'EPO. L'EPO, c'est une substance qu'on s'injecte. Ça stimule les globules rouges. Puis ça, dans le fond, ça a un rôle sur la respiration, sur la production d'énergie. Donc, dans le fond, ça rend les athlètes plus endurants. Puis là, ça va être une longue période pendant plusieurs années, là, on ne saura pas la vraie histoire. Lui va nier complètement,
mais il va y avoir plusieurs témoignages, plusieurs preuves qui vont s'accumuler contre lui. Entre autres, un témoignage de son assistant personnel, de sa masseuse, puis de anciens coéquipiers qui vont comme le soulever. Puis, le 22 octobre 2012, on va lui retirer ses 7 titres, ce qui est quand même assez important. Puis, on va le radier à vie. Puis, finalement, il va finir par avouer dans cette même année-là, dans une émission de télévision. Donc, c'est ça. Puis, finalement... Alors, pour conclure, la question éthique, ça serait: est-ce que le dopage est sujet à la révolte dans le monde sportif? Ben, on a trouvé que, selon Bakounine, la révolte, ça n'a pas de limite. Elle permet l'évolution, puis c'est peut-être grâce à la révolte dans le monde sportif qu'on va arriver à mettre fin à cette injustice-là, qui est le dopage. Puis, ben, si vous voulez en tirer d'autres conclusions, J'ai juste envie de te demander, si jamais on permettrait le dopage à tout le monde, ça pourrait-tu être considéré comme étant quelque chose de juste? Mais en même temps, là, est-ce que... Ben, peut-être que Il y a ce serait plusieurs juste, différences. mais tu sais, il faudrait que tout le monde... Tu sais, ça serait Utilise une question la même. d'eau, ça serait une question... Puis, tu sais, en fait, moi, je pense que ce qui serait plus simple, c'est qu'il n'y en ait pas, parce que là, justement, ça serait vraiment à l'humain, puis son naturel. Mais en même temps, quand il n'y en a pas, il y en a qui disent qu'ils prennent ça comme pour se soigner. Donc là, c'est vraiment compliqué. C'est ça, c'est un sujet quand même... C'est ça, ça a sa place dans le monde du sport, ça dépend dans quel contexte. Puis encore là, quand on laisse une petite porte, ben, le monde en prend tout le temps plus. Là. Fait que c'est comment trouver pour réussir à rendre ça juste, puis de faire que c'est égal pour tout le monde aussi. Là. donc, ben, si vous voulez en tirer d'autres conclusions de ce qu'on a dit, ben, vous avez juste à lire nos livres. Merci.